Bonjour et bienvenue dans Histoire Express, le podcast à écouter en attendant votre Uber Eats ou pendant votre pause repas. Aujourd'hui, pour cette première édition, on va parler d'un des papas de la littérature anglaise, et plus précisément de l'œuvre de sa vie, Les Contes de Canterbury par Geoffrey Chaucer, écrit à la fin du XIVe siècle, et ça commence maintenant. Alors très rapidement, le contexte, on va le poser pour être sûr de bien comprendre Chaucer et son œuvre. Pour commencer, le royaume d'Angleterre a perdu l'Écosse il y a une vingtaine d'années, n'a pas toute l'Irlande, mais vu que c'est la guerre de 100 ans, elle s'était un petit morceau de la Normandie, donc c'est quand même plutôt sympa niveau territorial. Au niveau de la religion, l'Église, elle est critiquée à cause des indulgences qui, pour résumer, sont des petits papiers que vous achetiez auprès de l'Église pour dire c'est bon, vous êtes pardonné de tous vos péchés. Et vous vous en doutez, ça n'a pas plu à tout le monde, à tel point que ça a un peu lancé une volonté de vouloir traduire la Bible chez certains. Donc, imaginez bien, la Bible que seul le clergé peut lire en latin, traduit en anglais, pour que l'anglais moyen, il puisse le lire et la comprendre. C'est inconcevable. Mais c'est pas tout. Vous vous souvenez peut-être que la société médiévale, elle était divisée en trois catégories. Donc, vous aviez les nobles qui se battaient, le clergé qui priait et les paysans qui bossaient. Et ben en fait, il y a une quatrième classe qui est apparue au début du siècle dernier. Et cette quatrième classe, ce n'est autre que les bourgeois, les riches, les marchands. Tous ces gens qui sont riches sans pour autant être nobles et qui ont su se rendre indispensables auprès des divers cours royales, notamment parce que eux, ils savaient gérer leur argent, ils savaient ne pas s'endetter, ce qui faisait d'eux des candidats de choix dans les postes administratifs pour gérer le royaume. Et donc vous allez me demander, mais pourquoi on parle des marchands? Parce qu'en fait, Geoffrey Chaucer, il vient de ce milieu. Geoffrey Chaucer, c'est un fils de marchand de vin de Londres, qui est né en 1340. Alors, on ne sait pas vraiment s'il a eu droit à une éducation vraiment très poussée, mais on sait que, par le biais des contacts de son père, il a pu devenir page auprès d'Élisabeth de Burgh, comtesse d'Ulster, qui avait des liens de parenté avec la famille royale anglaise. Il reste donc au service de la comtesse pendant de nombreuses années, avant de partir faire la guerre contre les Français. Il sera même prisonnier chez nous. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé complet des aventures de Chaucer pendant la guerre. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il est devenu un des diplomates de la cour royale anglaise, et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en tant que diplomate, son boulot, c'est de voyager dans toute l'Europe pour représenter la parole du roi Édouard III. Du coup, ça l'amène à devoir maîtriser plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, tout un tas d'autres petits dialectes locaux. Il rencontre des gens, énormément de gens, il s'arrête dans des tavernes, et il entend des histoires. Et c'est ça qui est intéressant. Il entend des histoires et il se dit, ce serait sympa de raconter des histoires aussi. Et c'est ce qui le motive à vouloir raconter des histoires à son tour et à écrire le sujet du jour, les contes de Canterbury. C'est l'histoire de 30 pèlerins qui font le voyage Londres-Canterbury pour aller se recueillir sur les reliques de Saint Thomas Becket, et ils se font accompagner par Harry Bailey, le tenancier de la taverne du coin, qui leur met un défi. Racontez 4 histoires chacun, et celui qui aura la meilleure histoire aura droit à un repas gratuit chez moi. Donc là vous vous dites, d'accord, donc sur papier on est censé avoir 30 histoires x 4, donc 120. Le problème étant, on n'en a que 24, parce que Chaucer, il est mort avant. Et l'une des grandes particularités de ce livre, c'est la langue de laquelle il est écrit. Parce qu'à l'époque, normalement, les textes, c'est écrit en latin, il n'y a que les nobles et les clercs qui savent le lire. Et là, vous avez le premier livre à destination du public, qui est écrit dans la langue vernaculaire du moment, le Middle English. Et c'est vraiment assez incroyable pour l'époque, parce que c'est le premier texte à faire ça. Normalement, c'est quand le roi ou le seigneur local il écrit à destination des paysans, il fait la partie officielle en latin. Quand on doit dire à Monsieur Smith que son champ maintenant il appartient au seigneur Roderick et plus au seigneur William, on l'écrit dans la langue qu'il comprend. Comme ça, on lui lit et on est sûr qu'il n'y a pas de problème. La deuxième grande particularité de ce livre, c'est ses personnages du coup. Qui sont ces pèlerins? Donc un des pèlerins les plus importants, c'est Chaucer lui-même, qui s'incruste dans son propre livre et qui s'auto-parodie un petit peu.
Et concernant les autres personnages, eh ben, vous avez un petit peu de tout au niveau des classes sociales. Vous avez des très nobles, vous avez des pas nobles du tout, vous avez des marchands, vous avez des pas riches du tout, vous avez des religieux, vous avez des pas religieux du tout. Donc on va revenir sur quelques personnages qui, à mes yeux, sont plutôt clés et importants dans la manière de représenter les différentes classes sociales. Nous avons donc, en premier lieu, le chevalier, qui est noble, qui est humble, qui est éduqué. Vraiment l'archétype du chevalier tel qu'il devrait l'être. À l'extrême opposé, on a le meunier, qui est vraiment, lui, l'archétype du paysan pas éduqué, qui est mal poli, qui raconte que des histoires vulgaires. Il interrompt les autres quand il raconte des histoires. On a aussi le cliché de la femme un peu volage, voilà, la bourgeoise de Bef qui a eu 5 maris, qui se vante de ses performances au lit, et qui a une vision un peu propre à elle sur comment devrait se gérer la vie de tous les jours dans le couple. Et pour rester un petit peu dans le côté, bon, selon la vision de l'époque, le côté un petit peu sombre de la moralité, vous avez le pardonneur qui lui représente le côté de l'église un petit peu escroc, il vend des fausses reliques, il n'est pas vraiment du clergé, et il fait globalement ça que pour l'argent. Est-ce que c'est une critique du simonisme? Peut-être, peut-être pas, c'est à vous d'interpréter ça comme vous voulez. Alors évidemment, je ne rentrerai pas dans les détails de tous les personnages parce qu'ils sont quand même 30, ça fait beaucoup. Mais on a quand même du coup une variété de personnages assez incroyables qui viennent de toutes les classes sociales, qui se racontent leurs histoires, chacun avec une morale différente, avec une manière de raconter qui est différente. Par exemple, vous avez les castes les plus éduquées qui ont des références littéraires plus poussées. Par exemple, le chevalier, lui, nous raconte l'histoire de Palamo et Arcite, qui sont des personnages de la culture populaire grecque antique. C'est des contemporains de Thésée, celui qui a tué le Minotaure. Hein. Donc c'est pas n'importe qui pourrait vous sortir cette référence. Alors que de l'autre côté, bah, en opposition, le meunier, lui, va raconter une histoire de tous les jours avec la jeune femme d'un vieux paysan qui s'amuse à tromper son mari avec un, un amant bien plus jeune et qui s'amuse aussi à présenter son postérieur au prêtre local qui s'est épris de la jeune femme. Donc, une histoire plus quotidienne, plus locale que les grands personnages Thésée, Créon, Palamo, Arcite, le roi Arthur. Donc, des grands personnages en opposition aux histoires quotidiennes ou les histoires plus morales des membres du clergé. Un tout très hétérogène à l'œuvre qui est propre à Chaucer, qui, du coup, s'est inspiré de ses voyages et des histoires qu'il a pu entendre au travers de l'Europe pour écrire son propre livre. Mais du coup, quel est l'impact de l'œuvre de Chaucer sur la société à son époque et la société moderne? Pour son époque, on ne pourra pas vraiment donner de réponse, parce que il a mis les histoires au format papier vraiment au fur et à mesure, et on n'a qu'un manuscrit en fait. Il a fait qu'un manuscrit incomplet de l'œuvre qui était censée être l'œuvre de sa vie, donc avec les 120 histoires. On n'a qu'un fragment, le seul fragment qu'il nous a laissé en fait, qui n'a pas été publié par conséquent, et du coup, l'impact de l'époque, on ne saura pas dire. Par contre, de nos jours, on a déjà un peu plus de traces de son impact de nos jours. Déjà, on a eu des traductions dans plusieurs langues, donc notamment en France, nous, on a eu André Crépin, qui a fait une traduction complète du très complexe à traduire Middle English, que je vous recommande de lire. Mais aussi dans l'archipel britannique, il y a encore aujourd'hui des historiens, notamment Thomas Tyrwhitt, qui a écrit Canterbury Tales with an essay upon his language and versification, an introductory discourse, et qui nous parle par conséquent de l'impact du livre sur la littérature en elle-même, sur les questions qu'elle pose, mais aussi dans le cinéma. Et dans le cinéma, il y a plusieurs films qui s'illustrent dans cette catégorie. Par exemple, en adaptation directe, nous avons Il Racconte di Canterbury de Piero Paolo Pasolini, sorti en 1972, qui reprend 8 des 24 histoires des contes de Canterbury, ou encore A Night Tale de Brian Helgeland,
sorti en 2001, qui, à la manière de Kingdom of Heaven, est une adaptation très libre et très anachronique de l'œuvre de Chaucer. Mais tout comme Kingdom of Heaven, c'est un film très divertissant, à surtout pas montrer à un historien si vous ne voulez pas vous embarquer dans 3 heures de cours. Donc regardez-le, c'est un bon film. Et voici donc qui conclut notre première édition de Histoire Express, le podcast à écouter en attendant votre Uber Eats ou pendant votre pause repas. J'espère que vous aurez appris quelque chose, et on se revoit une prochaine fois.